c'est la somme que investit Apple dans la production de séries télé pour alimenter son futur service de streaming vidéo. Sera-t-il comparable à Netflix ? La pomme va-t-elle créer la surprise avec une offre gratuite ? Débat en compagnie d'Alex Berger, producteur de la très réussie série française Le Bureau des légendes. Le Mac. Vous regardez Refait le Mac, alias ORLM. Vous écoutez ORLM, puisque nous sommes désormais également en audio sur Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner. Très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech, avec comme chroniqueur cette semaine en plateau. À mes côtés, Stéphane Zibi, consultant en stratégie numérique. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et à côté de toi, un invité exceptionnel en plateau, qui de mieux pour nous parler série que d'inviter un producteur, celui du Bureau des légendes, dont la 4e saison va débuter la semaine prochaine sur Canal+. Alex Berger, producteur exécutif et président de Top The Oligarch Productions. Bonjour Alex. Bonjour les garçons de On refait le Mac. Ah, voilà, tu nous calmes un peu parce qu'on est un peu speed pour cet enregistrement. Mais oui, je sais pas quel rythme vous voulez qu'on prenne, on peut aller plus vite. Ou alors juste être un peu entre nous, puisqu'il fait chaud, il fait beau et tout va bien. Et on va pas travailler. Donc une grosse semaine pour les séries, parce qu'on en parle pour Apple, une grosse semaine pour toi, parce que on va en parler dans un instant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Bureau des légendes, cette formidable série d'espionnage créée, coécrite et co-réalisée par Éric Rochant, qui vous lève le voile sur le quotidien des agents de la DGSE, la Direction Générale de Sécurité Extérieure. Tu nous dis, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Alex. Non, jusque-là, alors oui, tu as dit une bêtise, parce qu'en fait, le Bureau des légendes est écrite et coécrite, elle est surtout créée par Éric Rochant. Je crois que je l'ai dit. Tu l'as dit coécrite, mais c'est pas grave, c'est de ma faute. Le service du renseignement extérieur français opérant dans l'ombre, en clandestinité, ce qu'on appelle sous légende. Et voici tout de suite la bande. Moscou, c'est là que j'irai. C'est une fourmilière. On n'a quasiment aucune chance de le retrouver. Il le sait. Mathieu Kassovitz. Il nous faut être vigilants et impitoyables. Mathieu Amalric. Tu vises qui en réalité ? Si ça tenait qu'à moi, je virerais tout le monde. Он хочет связаться с нами. Почему бы и не спросить у него? Vous avez tous œuvré pour qu'il nous échappe sans cesse. Il s'est vendu aux Américains, maintenant il se vend aux Russes. Ce type est un traître. Point. هواية من كوادر داعش هزموا منها. Pourquoi ? Celui qui deviendra le leader de l'intelligence artificielle sera celui qui dominera le monde. Les Russes pensent qu'on est des couillons. Il y a plein de trucs que je sais faire qu'ils savent pas faire. Plug any drive into this computer because you would be arrested immediately for espionage. Вообще здесь нет туристов. Il y a нет touristes. Dubaï ne se vendra pas aux Russes. Et s'il n'avait pas le choix ? L'affaire Malotru est la pire catastrophe interne que la DGSE ait jamais connue. Le Bureau des légendes, saison 4 inédite, lundi 22 octobre sur Canal+. On refait Avec le ses Mac. bel ouvrage formidable, Mathieu Kassovitz, comme à chaque fois, alias Malotru, avec une nouvelle guest cette année, un nouveau guest cette saison, Mathieu Amalric, qui succède à Jean-Pierre Daroussin. Tout à fait. Tu as tué Jean-Pierre Daroussin. Alors d'abord, je n'ai pas tué Jean-Pierre Daroussin. Si les gens n'ont pas vu la saison 3, sachez qu'il était en mission dans la saison 3. Mais en effet, Jean-Pierre Daroussin était sur le terrain et il n'est pas dit qu'on ne le reverra pas. En tout cas, scoop. Je ne sais pas. Vous le saurez cette semaine, puisque le lundi 22 à 20h50, vous pouvez voir jusqu'à 10 épisodes sur MyCanal et sur Canal+ en linéaire, 2 épisodes. Donc c'est le mélange de deux mondes presque, le mélange du monde linéaire et du pur digital play avec MyCanal. Donc j'espère que tout le monde pourra apprécier et aller au bureau le lendemain quand même. Ouais, on a souvent les cernes après les nouvelles saisons du Bureau des légendes. Lui aussi vit sous légende, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, et tu me piques mon intro, c'est ce que je voulais dire. Alex, je m'appelle Monsieur X.
Je suis la légende dont refait le Mac depuis 10 ans. Je suis amoureux du bureau des légendes. Embauchez-moi, s'il vous plaît, comme figurant gratuitement pour la saison 5. Bien sûr, gratuitement. Je ferai n'importe quoi. Non, mais d'abord, pas trop, quand même. tout travail mérite salaire. Et d'après nos informations, en tout cas les informations qui nous ont été communiquées par les services, vous avez peut-être encore un emploi, mais qui serait une parfaite légende pour ce que nous aurons à faire avec vous. Voilà. Voilà. Et donc, je sais tout faire. Dites-moi. Bien. Autre chroniqueur cette semaine, il espionne Apple depuis Cannes, où se tient le MIPCOM, le marché des contenus audiovisuels. Damien Douany. Bonjour Damien. Bonjour, oui, regardez, je suis à Cannes. J'ai à côté de moi juste là. Il y a un palmier, oui, il y a un palmier juste à votre gauche. Oui. C'est les vacances, ça fleure dans les vacances. Ouais. Cette mission part déjà à volo, au bout de 4 minutes, ça promet. Enfin, notre community manager, Alexandre Masméjean. Bonjour Alex. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bonjour Alex. Bonjour Alex, comment ça va Alex ? Ça va très bien, j'aime beaucoup ta phrase, tout travail mérite salaire, c'est... Oui, bon ça va, j'ai compris Alex, d'accord, j'ai reçu le message, d'accord. Et puis peut-être qu'on aura tout à l'heure Rodrigo Sepulveda Schulz, s'il arrive à trouver une connexion Internet depuis le Luxembourg, un autre endroit sous légende, c'est bien connu là-bas, mais pour d'autres raisons, vous l'imaginez bien. Bien sûr, voilà. Bien sûr, on le connaît bien et on sait pourquoi il est réfugié au Luxembourg. Avant de passer aux chiffres de la semaine, justement on parle de chiffres, nous organisons un concours cette semaine avec notre partenaire G-Technologie pour gagner 2 G-Drive mobile SSD, regardez, il est là, d'une capacité de 500 Go, compact, il offre des débits jusqu'à 560 mégaoctets par seconde et il est protégé par un boîtier anti-choc qui résiste aux chutes, le tout ne craignant ni l'eau ni la poussière avec une certification IP67. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de répondre sur Twitter à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Mais alors attendez, parce que si vous avez 2 drives offerts par On refait le Mac, le Bureau des légendes vous offre en sus une porte-clés The Bureau, le Bureau des légendes, Authorized Personnel, un autocollant pour les hackers d'entre vous, My other computer is your computer. Et le dernier qui est Bienvenue en Sibérie. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. CYBERIE. Voilà. Allez, on enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. On refait le Mac. Le sondage de la semaine avec Alex. Oui, donc le chiffre de la semaine, c'est 87%. C'est-à-dire à peu près tout le monde qui est d'accord pour se dire que les séries TV vont prendre une place aussi importante, voire plus importante que le cinéma et les sports. Pour s'abonner à Netflix ou bien MyCanal. Voilà. Les séries sont en train de devenir vraiment le genre ou le produit d'appel privilégié pour souscrire des abonnements, Alex, en lieu et place des longs métrages et même des droits sportifs. C'est une bonne nouvelle pour toi. Je pense que le foot reste un élément très important et probablement toujours le live d'événements sportifs est primordial pour une offre d'une chaîne premium, donc par abonnement. Mais en effet, le cinéma est un petit peu moins le vecteur d'abonnement. D'abord, pourquoi ? Parce qu'il y a une fragmentation qui s'est mise en place. C'est-à-dire que ce n'est pas clair de voir une exclusivité totale, notamment sur Canal+, entre la VOD, la SVOD, ou la manière dont certaines plateformes de la SVOD proposent des films directement, sans passer par la salle. Netflix et Amazon font ça, et on les voit à Cannes. Donc je pense que l'offre est en train de changer, et l'offre se densifie sur la création originale. Et je pense que la création originale, c'est-à-dire ce que je ne peux voir que dans un endroit, est vraiment différenciant. Et tant que Canal+ sera performant en France, en chaîne premium, à mettre autant d'argent que leur challenger, je pense qu'ils ont toujours une place il y aura toujours un fonds d'abonnement fort. Mais c'est vrai qu'il faut redéfinir ce qu'est l'exclusivité, redéfinir la valeur de combien coûte cette exclusivité pour l'abonnement, pour nous, pour l'abonné. Et donc ça, c'est un vrai souci. Donc en effet, on est dans un changement de paradigme assez significatif.
Damien, tu reviens tout juste de Cannes. Le statut de la série s'est complètement transformé au fil ces dernières années. On est loin du feuilleton à papa aujourd'hui. Hein. Ah oui, très clairement. Déjà, on est loin de ça. Aujourd'hui, les séries sont vraiment vues comme des... je ne sais pas si on peut dire des films à part entière. Jamais les réalisateurs de cinéma aiment bien dire qu'ils font des films maintenant de 8 heures. Bon, alors ça vaut ce que ça vaut, mais je pense à Jean-Jacques Hano qui a fait par exemple l'affaire Eric Hébert en série. Donc c'est la première série qu'il a fait. Mais effectivement, on voit un mélange des genres parce que les séries ont des moyens maintenant de cinéma. Et inversement, on voit donc voilà un vrai produit d'appel parce que les gens adorent tout ce qui est le feuilletonnage. Et puis les acteurs comme Canal, mais surtout Netflix, maintenant Amazon, peut-être Apple, poussent à fond sur ces produits d'appel parce que ça permet d'accrocher l'attention des gens, de les captiver en faisant du binge ou bien tout simplement en leur donnant chaque semaine leur dose d'éléments à regarder ou bien OCS en France. En clair, c'est un formidable outil de fidélisation, Stéphane. Ah, ça, c'est sûr. Tout le monde... En fait, je me souvenais, il y a nombre de fois, même on a pu même avoir des coups de cœur. Je me souviendrai toujours du coup de cœur de Monsieur X pour la Casa des Papel, alors que ça venait juste à peine d'être mis en ligne sur Netflix. Je l'ai vu et tout de suite je l'ai proposé à tout un tas d'amis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de millions de vues sur cette série qui est devenue le plus gros succès de Netflix. Mais de toute façon, et je réfléchis à ce que tu disais, il y aura obligatoirement une redistribution des cartes parce que la Ligue 1 va passer, entre guillemets, pour les droits sportifs, chez les Espagnols à financer. Et donc, d'office, Canal est obligé d'aller là où les gens vont, et les gens vont, c'est les séries. Alors, oui, mais il faut regarder le passé pour bien comprendre ce qui est en train de changer aujourd'hui. Le passé, c'est il n'y a pas très longtemps, il y a 20 ans, HBO aux États-Unis avait perdu le foot. Et en gros, avait perdu l'exclusivité des films, puisqu'il y avait Showtime qui arrivait, et donc il n'avait pas tous les films exclusifs, etc. Donc, HBO a servi de modèle pour la création de Canal en France. Absolument. Et donc, ce que Chris Albrecht, à l'époque, qui était le PDG, a inventé, c'était justement deux choses. It's not TV, it's HBO. Donc, en se disant, c'est pas de la télé, c'est HBO. Donc, vous allez payer pour quelque chose d'exclusif, et original programming, comme il avait appelé ça, donc la programmation originale, devait proposer des choses qu'on ne pouvait voir nulle part ailleurs. Et donc, il y a 20 ans, ce changement est déjà arrivé. J'ai retrouvé 20 ans plus tôt, en 1974, la couverture de Variety, qui est un peu le journal professionnel historique de tout ce qui est le divertissement, qui en 1974 disait... les networks sont challengés par des nouveaux arrivants, les câblos. Est-ce que ça va être la fin ? Et donc, aujourd'hui, on est, là, pour le coup, 40 ans plus tard, et il y a toujours des chaînes gratuites, diffusées, hertziennes. Donc, moi, je pense qu'en effet, on va réfléchir à plein d'autres moyens de faire. Il y a évidemment... ce que proposaient les GAFA, enfin les Américains, on va dire les GAFA étendus, avec Netflix, les GAFAN. Et là, en effet, il y a quelque chose qui est en train de se produire. C'est-à-dire que de faire Stranger Things ou House of Cards, c'est formidable, mais ce qui marche le mieux dans chaque pays, c'est un produit national. Et donc... la manière dont il faut réfléchir, ce n'est plus des espèces de monstres internationaux, mais multidomestiques. Et ce que ça veut dire, la multidomesticité, c'est justement ce qu'est en train de faire Amazon, Netflix, on verra pour Apple, mais de faire, on va aller chercher des vrais sujets, des vrais auteurs, des vraies séries en Espagne, en France, en Allemagne et ailleurs dans le monde et dans tous les pays asiatiques, parce que c'est ça la locomotive. Avant, c'était l'énorme franchise, l'énorme franchise, je veux Star Wars, le blockbuster, et centralisé par Burbank, c'est-à-dire centralisé par Hollywood, qui disait, on va sortir un produit qui va être géré, dominé et distribué dans le monde entier, mais qui va être fabriqué chez nous. Et là, le pouvoir, en tout cas, le centre de gravité est en train de changer.
Alors, on va y revenir sur effectivement les solutions pour répondre à l'offensive d'Apple, parce que l'actualité de la semaine, c'est qu'effectivement, Apple va-t-elle disrupter Hollywood et au-delà les chaînes hertziennes, comme on le disait déjà il y a 30 ou 40 ans. Alors, rappel des faits, messieurs, la semaine dernière, un papier de CNBC confirmait non seulement une vieille rumeur, à savoir qu'Apple serait en train de produire des séries, mais que mieux, celles-ci seraient proposées gratuitement. Alors, info ou intox, pourquoi Apple se met-elle à produire des séries télé? Toutes les réponses dans ce prochain chapitre. On refait le Mac. Pourquoi Apple produit-elle ses propres séries télé? Alors, Apple ne se contenterait pas de proposer des films et des séries à la demande via iTunes, ça c'est pas assez, ou diffuser des contenus agrégés des services de streaming ou de chaînes payantes telles Netflix, Amazon ou encore Canal+ pour la France. Elle souhaite aller plus loin et produire son propre contenu. Toi, Alex, qui est souvent à Hollywood, comme on dit, tu as, j'imagine, entendu parler des pas mal de bruits persistants au sujet d'un service de streaming made in Apple, made in Cupertino. Oui, s'ils n'achètent pas déjà, parce qu'ils ont suffisamment d'argent pour acheter un Netflix s'ils veulent. Oui, cash. Mais aujourd'hui, iTunes, c'est du streaming. Enfin, je ne vois pas la grande différence. Alors, ça ne marche pas, ça dépend. Aujourd'hui, ils vendent un produit. Ils vendent d'abord de la musique, et je pense que ça marche plutôt très bien. Ça marche très bien. Voilà. Maintenant, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui est pratique, accessible et qui vaut le coup? C'est toujours pareil. Aujourd'hui, Apple dit l'extension de ce que nous faisons culturellement, en musique ou en livre ou en autres podcasts que l'on peut retrouver ou de discours d'université, c'est la télé, puisque c'est un driver et surtout c'est quelque chose de fidélisant. Quand vous faites des feuilletons, c'est tendu pendant beaucoup de temps. Alors moi, je fais le même métier qu'Apple. Je suis vendeur de crack. C'est-à-dire Apple fait des produits dont on est totalement dépendant à tout point de vue. Et moi, j'essaye de faire des séries. Enfin, Éric Rochon, en l'occurrence, a créé une série qui s'appelle Le Bureau, dont la dépendance est assez rapide. Et donc, cette fidélisation va très, très vite. Moi, je fabrique des marques à engagement émotionnel. Et pour expliquer ce que ça veut dire, les gens investissent beaucoup de temps, en l'occurrence pour le Bureau des légendes, 10 heures par saison. Et donc cet engagement, cette envie émotionnelle, ça existe. Donc évidemment, Apple, comme a un rapport avec ce qu'il faisait en lorgnant à l'époque sur Disney, en regardant un peu comment ils pouvaient leverager à l'époque, ce qui n'est pas forcément leur fort aujourd'hui, le cloud, etc., en se disant, ben voilà, comment est-ce que je crée une ligne de produits qui peut être utilisée avec notre produit de base, c'est-à-dire du hardware, pour avoir un cheminement complet, un écosystème à 360. Alors, moi, je trouve ça super. C'est l'âge d'or de mon métier. Il y a de plus en plus, pour vous donner une idée, la France, il y avait à peu près 300 à 400 millions, selon les chiffres, d'investissements chaque année dans la fiction. 300 à 400 millions d'euros. Voilà, tout confondu. Alors France Télévisions, alors c'est les films, les téléfilms, les telenovelas, les feuilletons, etc. Le marché vient juste en France de tripler. C'est bien. Donc c'est bien. Donc ça veut dire plusieurs choses. On doit, nous, en France, comprendre que le monde est de plus en plus petit et que ce monde-là est curieux. Par exemple, il y a plus d'Américains aujourd'hui qui regardent le Bureau des légendes en français sous-titré en anglais que de Français. Qui regardent en version originale. Ça, il y a 5 ans, c'était même pas concevable. Casa de Papel sur Netflix, c'est un succès planétaire. C'est en espagnol et ça va vite. Narcos, là aussi, c'est la même chose, fait par Gaumont. C'est une série en espagnol avec un peu d'anglais, mais en gros, c'est aussi un succès planétaire. Donc, c'est du local, c'est ça l'idée de multi-domestique. Et je pense que Apple a raison de venir jouer avec les grands parce qu'ils veulent devenir comme ils le font par ailleurs.
un studio. Donc Netflix est un studio, Amazon est un studio, donc en verticalité, tous les droits sont chez eux. Alors tu parlais de budget tout à l'heure, tu parlais de crack. Apple a mis $1 milliard, on l'a dit dans le sommaire, dans la production de séries. Hein. Il y aurait pas moins de 24 séries qui seraient en préparation selon le Wall Street Journal. Et pour cela, Apple aurait recruté 2 vétérans de l'industrie, Jamie Elricht et Zach Van Amberg, c'est dur à dire, connu pour avoir développé... Zach Van Amberg. Merci. Pour le studio Sony, des séries majeures Jeremy Ehrlich. comme Breaking Bad. Tu confirmes que ce sont bien des pointures? Alors, oui, encore une fois, il faut bien comprendre le génie américain, c'est le processus. C'est extraordinaire, on invente toujours des processus. Un studio, c'est plein de processus, c'est un canevas incroyablement précis. Donc voilà, on sait fabriquer à échelle, on sait décliner dans le monde et faire en sorte que les produits marchent et la culture s'exporte. Les 2 garçons sont brillants, ils étaient chez Sony, donc c'est un système. Apple va mettre en place le même système, c'est-à-dire on va commander, on va payer beaucoup d'argent à des producteurs, à des auteurs, à des réalisateurs, à des comédiens, pour qu'ils viennent nous proposer leurs produits pour la perpétuité. C'est-à-dire, voilà, vous fabriquez, vous êtes très bien rémunéré, mais voilà, après, ça part dans les studios. Apple. Mais comme tous les studios américains, voilà, ils détiennent tous les droits. Alors, l'idée, ça va être très intéressant de savoir quel va être le modèle d'Apple dans ce domaine. Alors, il recrute 2 vétérans des studios, et notamment des studios de Sony, en se disant, mais voilà, on va juste reproduire un modèle. Maintenant, la distribution de nos produits, si je le mets en tête d'iTunes, en disant, il y a un iTunes Premium, ou finalement, il y a autre chose, ou je ne sais pas, ou Apple TV, etc. On va en parler. Le device et le user interface va évidemment être vraiment important, et puis même peut-être d'inventer un device qui va être différent, puisque la rupture était celle-là par Steve Jobs. Alors je ne sais pas si l'actuel PDG... pas trop sa came. C'est pas son truc, mais en plus, c'est non seulement pas son truc, mais il donne certains standards on va dire, très conservateurs, et je ne suis pas sûr que ce soit simple. On va en parler à l'international d'Apple, mais en tout cas, aujourd'hui, parmi les productions qui seraient en préparation, qui seraient toutes proches d'arriver, il y aurait un reboot d'Amazing Stories de Steven Spielberg dans les années 80-90, souvenez-vous. Apple s'est également offert les services des actrices Reese Witherspoon après Reese Witherspoon. Merci de Bill Clinton, là j'y arriverai pas. Jennifer Aniston, j'ai bien dit, pour produire une série sur les coulisses de la télé. Le thème c'est les matinales. Vous aimez bien Friends, c'est ça. Très populaire aux États-Unis. On parle d'un budget de $240 millions rien que pour cette série. Ouais. Et bref, ça coûte cher aujourd'hui de faire une série, notamment en France, Alex. Ça dépend quelle série. Non, mais moi je suis transparent. La saison 4 du Bureau des légendes, c'est 20 millions d'euros. Canal+ paye à peu près 63% de la somme. Donc le reste, c'est notre coproducteur Fédération Entertainment et nous qui, avec les autorités, avec le CNC, avec le système français qui est extraordinaire, nous permet de faire des choses. Unique, donc le budget moyen du remake du Bureau des légendes sur AMC, sur lequel on est en train de travailler. La version américaine, en gros, c'est ça? C'est au lieu que ce soit à la DGSE, c'est à la CIA, c'est la géopolitique américaine plutôt que française. Mais bon, c'est basé sur les scénarios écrits par Eric et les auteurs. Ce qui est intéressant, c'est que nous, chez Top, on a introduit en France un nouveau système, c'est-à-dire un système qui est totalement adapté du système américain qui est en place depuis 60 ans et qui est un processus un peu industriel pour pouvoir rendre une saison par an. Et ça, c'est un sujet très important, notamment pour les pays européens, parce qu'on a toujours été dans un rythme plus cool, plus détendu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de compétition. Canal n'avait pas de compétition, ils avaient un monopole. Et ils disaient, if we make it, they will come. Un peu comme Apple. Si on le fabrique, ils viendront. Donc, ce qui a changé, c'est évidemment la compétition et le fait que
on était les seuls, avec le Bureau des légendes, à proposer une série qui revient à date anniversaire tous les ans. Donc, on a changé un système. Et changer ce système, ça coûte de l'argent. Pour vous donner une idée, The Department, donc la version américaine du Bureau, ça coûte... Enfin, ils annoncent que ça va coûter à peu près 40 à 45 millions de dollars. Donc, nous, en 4e saison, on est à 20 millions, donc on va dire 20 millions de dollars. Ils sont déjà à plus de 2 fois et demi la somme. Si vous donnez la proportion des choses, et que dans leur verticalité, ils préfèrent donner plus d'argent à des ayants droit, aux producteurs upfront, donc au départ, et ensuite le vendre. Donc, en effet, la France vient de se sophistiquer. On a besoin de former des auteurs, à les responsabiliser. Les auteurs doivent, comme Éric Rochant, devenir showrunner. Showrunner, ça veut dire auteur, producteur. Et nous donnons ces responsabilités à ces auteurs qui sont les garants des écrits. Et donc, voilà, tout repose sur de l'écriture, un système de production extrêmement cohérent, un peu industriel. On est à la Cité du Cinéma à Saint-Denis, où il y a les plateaux en bas, le montage derrière, toute la production autour. Et évidemment, l'idée est de pouvoir revoir cette économie le plus vite possible. Alors, on est plein. Effectivement, qu'il est nécessaire que l'Europe se mette à la page et adopte, comme vous l'avez si bien fait chez Top, votre société de production, d'adopter les recettes entre guillemets américaines. Hein. Totalement. C'est du 24-24 presque la production de Oligarchie. Alors non, puisqu'il y a un truc qui s'appelle le droit du travail. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En France, comme le droit d'auteur, donc il faut adapter un peu les rythmes. Il a l'air un peu fatigué quand même, le garçon. Ouais. Il est très fatigué parce que c'est 11 mois et une semaine exactement de boulot par an. Voilà. Mais au-delà, Apple doit aussi... 3 semaines. Apple doit aussi adopter... l'écriture, et ça va être un vrai enjeu pour Apple, parce qu'il ne s'agit pas de mettre de l'argent sur la table, il faut avoir des talents et des plumes. On va y revenir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont produire ? On l'a dit, on a parlé des reboots et des films avec Jennifer Aniston, des séries avec Jennifer Aniston. Ils devraient également adapter la saga du cycle de Foundation, œuvre de science-fiction d'Isaac Asimov. Produire une série écrite et réalisée par le réalisateur de La La Land, Damien Chazelle, ça c'est facile. Damien, oui, j'ai mal lu. Produire une série culte également, Little Voice, une série musicale de J.J. Abrams. Citons également une série futuriste de Francis Lawrence, réalisateur d'Hunger Games. Une série produite par M. Night Shyamalan, réalisateur de Sixième Sens. De la science-fiction encore avec Ronald D. Moore. Oui, auteur et producteur, ça suffit, de Battlestar Galactica, un thriller avec Octavia Spencer, l'actrice connue pour La couleur des sentiments, et enfin une série animée musicale, Central Park, créée par Lorraine Bouchard, et qui se passera, sans surprise, à New York. Et le service devrait être lancé très vite l'année prochaine. Alors messieurs, tout ça, on va laisser quand même la parole à ceux qui sont en duplex, mais peut-être Monsieur X et Damien, pourquoi aujourd'hui les gens de la tech investissent autant d'argent dans les contenus et au-delà dans les séries ? Damien, peut-être pour commencer. Parce qu'en fait, on a une fragmentation du marché. On a plein de plateformes qui sont en train de se mettre les unes après les autres à côté. Donc, c'est à celui qui va arriver à être le premier arrivé, qui va être le premier servi ou qui va peut-être arriver à capter le maximum du marché. Parce que finalement, aujourd'hui, on a Netflix qui est très puissant, qui dit qu'il met 8 milliards sur la table, pas que de la prod, il y a aussi le renouvellement, mais globalement, beaucoup d'argent. Ouais. 8 fois plus quand même que ce qui est annoncé par Apple, et c'est déjà beaucoup. On a Amazon aussi. Et donc, par conséquent, le point important, en gros, la clé, c'est de dire, voilà, je dois être celui qui apparaît être le point où, en fait, on va trouver tout ce qui m'intéresse. Et d'ailleurs, Netflix n'est pas mauvais sur ce marketing-là, puisque, par exemple, il y a des gens qui croient qu'on va retrouver Game of Thrones sur Netflix, alors que c'est distribué par HBO ou par OCS en France. Oui. Il y a cette distorsion marketing qui est en train de se faire dans l'esprit des gens. Et donc, c'est à celui qui va arriver à montrer qu'il est le point de convergence. Et sinon, on va payer plusieurs fois X euros pour avoir différentes plateformes et pour avoir différentes séries. Ouais. Donc, il y a un point clé qui est aujourd'hui le catalogue. Et c'est pour ça, et on le voit dans ce que tu as dit, Olivier, c'est très premium d'ailleurs, ce qui est annoncé chez Apple. Il y a la volonté finalement de se dire, c'est chez nous que ça se passe, il faut que vous nous abonniez chez nous. Alors tu parles d'abonnement et tu parles de modèle économique, c'est peut-être là que la distribution peut se faire d'Hollywood, Alex. Il y a des rumeurs assez précises du CNBC notamment et du Wall Street Journal qui parlent d'un service
gratuit. On va se tourner vers Monsieur X, un ancien d'Apple. Apple ne fait pas très souvent des cadeaux, ça semble assez étonnant. D'offrir à tous les utilisateurs d'iOS et pourquoi pas d'Apple TV et de Mac leur catalogue de séries. Écoute, quand on saura effectivement quel est le prix auquel va nous proposer Apple ces futures séries, on pourra répondre à ta question, c'est-à-dire qu'est-ce que vient faire Apple, entre guillemets, dans cette galère. Et même quand on aura le prix, je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre. Si c'est gratuit, c'est que ça sera un produit d'Apple pour vendre des produits type iPhone, Apple TV. Ouais. Est-ce qu'avoir quelques séries dont peut-être une va marcher va être suffisant? Moi, je ne crois pas. Une bonne pub à la télé avec un budget de 100 millions, ça leur fera vendre plus d'iPhone. Et si c'est gratuit, ça viendra s'additionner, je suppose, au catalogue Apple Music. Ouais, ça va le rebaptiser Apple Media. Ouais. Est-ce que quelques séries en plus, avec 1 milliard d'euros de budget qui est très faible par rapport à ce que fait Netflix, va faire la différence, permettre plus d'abonnés à Apple Music et aller battre Netflix? Pour conclure, dans ces annonces, chez Apple, je ne vois pas ce qu'Apple vient chercher. Et je pense simplement qu'ils ont lancé cette réflexion il y a quelques années, mais comme Apple est très très lent à concrétiser ça, c'est-à-dire ses stratégies médias, ils le font, mais ils ne savent plus pourquoi. C'est ça mon pari, alors, en fait. Moi, je pense qu'il y a aussi une autre... c'est une très bonne remarque et analyse, Monsieur X. Mais moi, je pense qu'il faut réfléchir un petit peu comme l'industrie du luxe, ou plein d'autres dans la culture, c'est-à-dire que quand une marque devient infomédiaire, c'est-à-dire tout d'un coup cette marque devient pesant, on a envie d'être le conduit, et surtout le conduit dans un monde digital. Alors Orange fait ça certainement, ils sont telco, et beaucoup de telcos sont en train de réaliser qu'ils sont distributeurs de beaucoup de choses. Aujourd'hui, Apple réfléchit en vertical, et ils ont raison de le faire, en disant « Je suis l'infomédiaire de confiance. J'ai vos données, vous utilisez mes appareils, j'ai un user interface, donc je vais aller encore plus loin et vous donner plus de bonheur, plus de satisfaction. » Et là, moi, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que les Orange, les Canal+, mais vont suivre ce que va faire HBO. HBO, c'est le roi de l'analogique, puisqu'il était un bundle sur le câble, mais le numéro 1, parce qu'ils avaient le temps, ils mettaient entre 1 et 10 ans pour développer un programme, ils le font toujours. Ils viennent d'être achetés par AT&T, qui leur dit, vous faites plutôt environ 40 créations originales par an, là on va passer plutôt à 150. Donc là, ils disent, oui, mais pour faire 150, c'est plus 2 milliards de profits qu'on va vous donner, on va aller prendre les 2 milliards et on va faire. Et les gens d'AT&T disent, non, c'est pas un problème, le label, le logo, le signe de qualité, HBO est très important. Et ça, d'être comme on dit aux États-Unis, the trusted intermediary, n'a pas de prix. Moi, je me rappelle lorsque j'étais avec Pierre Lescure à la direction de Canal+. Dans une autre vie. Dans une autre vie, il y a longtemps, on était obsédés par ça, c'est-à-dire la relation avec le client. Et je pense qu'il y a une forme de concrétisation de ce que ça veut dire d'être ce label et de proposer beaucoup d'expériences et beaucoup plus de profondeur dans les expériences pour dire finalement, voilà, sans sortir de mon environnement Apple TV ou d'autres choses, je peux apporter une gamme complète et à un moment switcher et faire en sorte que les distributeurs n'existent plus. Parce que c'est ça qui est très important. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Pour conclure, en 2000, AOL a fusionné avec Warner. Ouais. Je suis allé dans le bureau de Lescure et de Messier pour leur dire on est mort. Parce que le plus gros producteur de contenu est en train de s'allier directement avec des gens qui, gérés sous AOL, donc les consommateurs directement. Donc nous, l'intermédiaire, on est mort. Il faut soit qu'on achète Sony, soit qu'on achète
Universal connaît c'est cette toi. masse critique, tout à fait. Je revendique tout à fait Vivendi Universal. J'ai mis en place ce deal, mais j'étais convaincu, et je suis toujours convaincu de l'importance d'avoir cette masse critique. Mais surtout, ce qui était important, c'est qu'aujourd'hui, c'est exactement la même chose, et ça se passe 100 000 fois plus vite, et c'est 100 000 fois plus radical. Et Apple, que ce soit dans la voiture, dans la téléphonie, ou plein d'autres choses, ils ont évidemment des propriétés, en tout cas des univers à conquérir. Et au-delà, tu as raison, la vision était bonne à l'époque, mais on n'avait pas forcément les tuyaux. Aujourd'hui, les tuyaux, ils sont là, et même plus que les tuyaux, oui. on n'a plus besoin de tuyaux. On parle Sans toujours doute. d'Apple, alors quel modèle économique réservé à Apple Music? Est-ce que ça va être intégré à Apple TV via l'application TV? On parle Stéphane, d'une rumeur d'une offre large réunissant plusieurs services de stockage du cloud à Apple Care façon un peu Amazon Prime. C'est effectivement le choix d'Amazon, hein, Stéphane. Bah, c'est sûr qu'en plus aujourd'hui, ils ont annoncé qu'il y avait 100 millions de clients sur Amazon. 100 millions qui ont tous un panier moyen de $1 400. Donc en plus de ces $49 qu'on paye par an, quasiment symboliquement pour éviter de payer les livraisons, tous ces abonnés ont un panier moyen assez élevé. J'ai du mal à imaginer, en entendant tout ce que pu dire Alex, Damien, Monsieur X, et tout ce que tu as pu dire, qu'Apple fasse le suiveur et fasse le même modèle qu'un autre. Alors certes... Il l'a déjà fait par le passé, Apple Music, c'est un ressuscité de Spotify, quelque part. Non, d'abord, c'était là avant, et deux, ils ont résolu les problèmes. Ils ont résolu les problèmes, c'est devenu simple. iTunes, c'était là avant, mais pas le streaming. Le streaming, c'est pas lui qui l'a inventé. Je parle d'iTunes. Ouais. iTunes était un device. Ah, mais très bien, je peux stocker ma musique sur un truc. Sur l'iPod. Et sur l'iPod, donc ils ont changé la donne. Et je pense que tu as raison. Parce que qui mieux qu'Apple pour dire, voilà, je vais être le nouveau entertainer, je vais apporter de tout ça avec des devices, encore une fois, avec des appareils incroyables. Alors, je voulais juste dire, parce que moi, dans une autre vie, j'étais à Arte au service commercial et on vendait des droits. Oui. Et à l'époque, c'était de façon assez classique. On avait quelque chose qui était produit ou qui était en phase de production, on avait un mandat de distribution, on donnait des avaloirs, etc. Ce qui comptait d'abord, c'était la diffusion locale et accessoirement, c'était exactement du plus. ça. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. Et qu'aujourd'hui, à part Apple qui est un lanceur de mode, et ça je l'ai déjà dit par ailleurs, et comme ils sont présents partout, ça pourra marcher. Mais il y a un truc qui est très important, et Alex le disait tout à l'heure, le budget, quand même, ce sont les budgets de plus en plus importants. En France, on a gagné, on a pu maintenir une certaine qualité de production parce qu'on avait notre CNC et notre circuit. Non, on a une politique culturelle. Depuis Lang, etc. Mais si, par exemple, ils font du gratuit, comment ils vont rémunérer tout ça? Comment non, mais là, c'est assez simple. C'est très simple. Tu me diras comment? Ouais. Tu prends des parts sur les iPhones? Non, mais iPhone, déjà, vous savez combien ils payent en droit, combien Google paye à Apple. Donc, sur la diffusion, je pense qu'il faut bien comprendre comment ça marche aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France encore. En France, on a la SACD qui fait des deals avec chaque diffuseur et qui répartit. C'est la gestion collective. C'est extraordinaire, ça marche très bien. Peut-être qu'on s'inscrive d'ailleurs. Alors, il faut que vous vous inscriviez sans doute. Mais à un moment, c'est vrai que combien, si je vends une série à Apple ou à Netflix ou à Amazon, combien je vais gagner? Pas pour l'écrire, combien je vais le gagner en droit de diffusion. Et là, en effet, ça va être la WGA, donc le Writers Guild of America, le syndicat, c'est-à-dire que aux États-Unis, vous ne pouvez pas écrire si vous ne faites pas partie du syndicat. Mais qui vous fait la même chose que la SACD, vous répartit les droits. Et là, ça va être des deals. Je vous rappelle que la dernière fois qu'il y a eu une rupture digitale aux États-Unis, il y a eu une grève. Alors la grève, c'est pas rien, parce qu'il n'y a plus rien qui sort. C'était pendant des dizaines de jours, je me souviens. Mais c'était 30 jours, c'était en 2007 ou 2008. Le monde... Le robinet s'est coupé. Totalement. Alors là, ça c'est série, film, tout ce qui était écrit. Donc là, et évidemment, le WGA est arrivé en disant il faut renégocier. Ils ont négocié avec Netflix en disant comment vous allez rémunérer les ayants droit. Apple va faire exactement la même chose. Là, ils suivent le modèle totalement basique des studios américains.
Et donc, pour faire ce qu'ils sont en train de faire, ils ont déjà signé l'accord aux États-Unis avec le WGA, parce que pour faire une série aux États-Unis, si vous n'avez pas signé avec les guildes, avec les syndicats, vous n'avez pas le droit. Voilà, donc, en France, ce sera la même chose, et dans le monde entier. Donc, multiplier ça par le nombre de pays et le nombre de droits, ça va être très intéressant, mais très lucratif. Au-delà, messieurs, vous allez m'aider quand même du côté des Hangout à apporter la contradiction à Alex et à Stéphane. Est-ce qu'avec 24 séries, parce que c'est que 24 séries, c'est un commencement, mais quand même, Apple peut-elle vraiment rattraper Netflix? On sait que Netflix, Damien, Monsieur X, dispose d'un budget de 10 fois supérieur à celui d'Apple, plus de 10 milliards investis en 2018. Apple est presque un nain à côté de Netflix aujourd'hui, Damien. Oui, en apparence. La contradiction. Mais après, je pense que là, on a l'inconnu, c'est ce qu'on disait, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire finalement. Et on l'entend, ils font des séries très premium. Là où Netflix a un problème, c'est qu'ils se sont mis dans une course, on va dire, c'est une fuite en avant, et de leur propre aveu. Autrement dit, pour rester les numéros 1 et engranger le plus d'abonnements pour rester numéro 1, il va falloir qu'ils continuent à mettre la main au chéquier. Et ça ne peut que aller en augmentation parce qu'il faut renouveler les droits et il faut ensuite payer pour des nouvelles productions. Donc, ils partent dans cette logique-là. Je ne vois pas Apple, qui adore maîtriser son univers et surtout maîtriser sa marge. On va en parler. Je n'imagine pas Apple partir dans cette logique-là effrénée de sortir son carnet de chèques. Je pense qu'ils vont être à nouveau dans une logique plus premium, avec des séries qui seront moindres, mais hyper qualitatives. Et on retrouve peut-être l'esprit un peu d'HBO, quelque part dans l'esprit. Et dans cette logique-là, mais en s'adressant finalement à des gens qu'ils connaissent très bien, qui sont les acheteurs de leur téléphone, qui sont prêts à mettre 1000 à 1500 euros dans un device. Non, mais je vais rajouter un truc, il faut bien comprendre sur les droits, Netflix ou Amazon proposent d'abord d'acheter les droits en perpétuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des producteurs sont en train de dire je prends une marge upfront, c'est-à-dire à la vente, mais je ne revendrai jamais ma série, mon film, mon documentaire, mon stand-up, etc. Donc, en effet, ce modèle-là est possible tant qu'ils peuvent imposer un contrat. Et Damien, tu as raison, le modèle aujourd'hui est en train de changer, puisque quand vous allez voir des énormes noms comme Spielberg ou d'autres, évidemment, ils disent « Allez-y, ça va vous coûter beaucoup d'argent, mais quel droit vous allez acheter et comment vous allez les exploiter ?» Parce que ça, c'est encore un petit peu flou. Apple, je pense, va rentrer dans le rang comme tout le monde, en faisant d'abord des deals sur les droits, en disant, on voudrait acheter comme un studio éternellement les droits. Sauf que les residuals, c'est combien est-ce que vous avez gagné en les exploitant. Et là, si tout d'un coup, les GAFA, ou en tout cas les grands de ce monde disent non, on ne veut pas dire combien de gens ont regardé sur Netflix ou combien de gens ont regardé on va faire un forfait, ça va, hein, c'est bien. C'est juste une répartition. Donc, ils vont donner 100 millions de dollars de base ou 1 milliard de dollars aux différents collecteurs de royalties en disant répartissez-vous par rapport à une équation, une règle qu'ils vont définir. Donc, je crois que ce n'est pas un problème. Alors, il n'empêche qu'il faut quand même des recettes pour faire une série à succès, tu le sais bien. Et dans ce domaine, il semble que la politique d'Apple, la politique éditoriale, soit particulièrement pudibonde. On en parle juste après vos questions Twitter. On refait le Mac. Les questions Twitter avec Alex. Alors cette semaine, on a 2 questions Twitter. La première qui demande, donc Apple repartirait 2-0 pour des séries, elle n'a jamais fait ça à part le service de iTunes qui était un petit peu secondaire. Est-ce qu'il y aura un rachat de franchise comme Disney par exemple en vue ou ils visent vraiment l'original? Demande STX @STX0. Ouais, Alex, on sait que Apple, tu l'as dit tout à l'heure, pourrait racheter cash Netflix. Est-ce que c'est pas plus simple finalement de racheter un studio existant plutôt que de créer from scratch? C'est toujours la même question. Alors, quand Steve Jobs était là, il dit mais c'est extraordinaire Pixar. Je vois. C'était sa création. Sa création, enfin co-création, mais en tout cas, il était là au début. Il a vu à quel point la technologie et le divertissement étaient importants. La question que va se poser Apple, comme tout le monde, c'est buy or build. Et alors, en effet, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que acheter Netflix, ils peuvent le faire demain matin. D'ailleurs, de manière gentille ou hostile, ils peuvent l'acheter.
Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que Tim Cook, il n'a peut-être pas cette vision-là, mais en tout cas, des gens autour de lui ont envie de faire avec l'écosystème autour des séries, des films, des documentaires qu'ils vont proposer. Moi, je pense que c'est plus large, comme disait Monsieur X, je pense que c'est plus large que ça, comme Damien aussi, c'est plus large que juste dire on va faire des séries. Là, c'est fondamental. Aujourd'hui, la connaissance, c'est terrible, mais il y a beaucoup de choses de notre connaissance qui passent par du storytelling. Et donc, Apple a besoin de raconter des histoires qui vont être vues, écrites. Enfin, voilà, j'écris l'histoire et je la transmets à travers cette lucarne. YouTube et Google auraient déjà dû être le premier au monde à le faire. Ils ont dû dépasser Netflix. Ils l'ont pas monétisé, c'est pas leur business. Et très franchement, aujourd'hui, à part ce que fait Stéphane sur YouTube, nu ou pas, ça vient en ce moment. Voilà, c'est pas forcément. Tu le dis, j'étais incognito. Ouais. Pas tellement. Pas tellement. C'est la preuve en est. Hein. Mais bon, en tout cas, il y a un modèle. En effet, c'est buyer build. On verra, mais derrière, c'est une entreprise de technologie qui est en train de aussi changer. Donc, on verra bien. Pourquoi faire une voiture ? Franchement, il n'y a qu'à mettre un OS dans une voiture. Mais accessoirement, ce serait bien qu'ils fassent une télé. Mais passons, c'est un autre débat. Autre question. Ils ont un Apple TV et franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais j'aimerais mieux une télé. Autre question, alors, Alex. Il a de l'influence, peut-être, ça va marcher. Non, Alex Allez, exact. Alex. Alors, une question de Florian Chambol, @FlorianCH84, qui demande, on sait que Apple est très américano-centré, qu'en sera-t-il des serveurs qui vont héberger ce service ? Comment vont réagir les fournisseurs d'accès d'Internet ? Quid de la bande passante entre YouTube, Netflix et maintenant les séries Apple ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va être bridé ou pas ? Vite vers Monsieur X, c'est un peu son dada, ça aussi. Bah oui. Monsieur X, c'est vrai que c'est important aujourd'hui de produire des séries, mais pouvoir les distribuer, les tuyaux, on l'a compris, c'est aussi important. Et que les fournisseurs d'accès, ça leur prend beaucoup de bandes passantes, les Amazon et autres, YouTube, sans parler bien sûr de Netflix. Il faut donc mettre la main à la poche. Absolument. Et il faut qu'ils payent, bien sûr, la bande passante téléphonique partenaire, ou plutôt opérateur Internet partenaire. Mais bon, c'est vraiment une question d'argent. Il n'y a pas un problème technique aujourd'hui. Et puis aussi, le streaming est de plus en plus optimisé en termes de consommation de bande passante. Maintenant, la demande étant exponentielle, on est toujours dans une phase où les besoins en bande passante sont quasiment supérieurs à la capacité du réseau. Mais il faut bien comprendre que dans cet écosystème, producteurs, distributeurs simples et opérateurs de câbles, tout le monde a intérêt à ce que ça marche, qu'il y ait de plus en plus de vidéos regardées partout sur les écrans à toute heure. Donc, à partir du moment où tout le monde a besoin que ça marche pour faire plus d'argent, ne vous inquiétez pas. Un accord va être trouvé et qui contentera tout le monde. Monsieur X, est-ce que je peux vous poser une question ? Bien sûr. Quand on voit ce qui se passe avec les eSIM sur les téléphones, pourquoi est-ce qu'Apple ne devient pas opérateur téléphonique ? Il l'est virtuellement déjà aujourd'hui. Apple, en fait, à mon avis, se regarde le nombril en se disant est-ce que je vais y aller ou est-ce que je ne vais pas y aller ? Maintenant, pour répondre à cette question, il faut regarder en fait pays par pays. Aux États-Unis et en Angleterre, dans les pays anglo-saxons qui sont son marché naturel, en fait, Apple travaille déjà avec un opérateur virtuel, MVNO, qui propose directement, quand tu vas acheter ton iPad aux sorties d'un magasin Apple, en fait, de souscrire à un abonnement au travers d'iTunes via l'iSIM sans passer par un opérateur. Ça marche pas mal, ça répond à des besoins pour des gens qui se baladent pas mal d'un pays à l'autre. Maintenant, ils viennent de mettre des eSIM dans tous leurs iPhones. En tous les cas, tous ceux que nous, on achète, pas ceux des clients chinois. Donc, ils ont la technologie pour le faire. Le seul problème, c'est que pour le faire, il faut avoir un réseau pour devenir un opérateur télécom rentable. Et là, tu as une marge d'investissement. Alors, il ne faut pas forcément faire des tranchées et construire des câbles et donc faire du BTP, mais il faut au moins installer des antennes, 5G par exemple. Et là, il y a de la connaissance à avoir parce que optimiser un réseau sans fil 5G pour devenir opérateur télécom, c'est de la science et du savoir-faire. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. Et maintenant, sur la partie argent, il y a quand même un gros ticket à mettre. Donc, je pense qu'ils réfléchissent. Ce qu'ils préféreraient,
c'est de pousser leur modèle jusqu'au bout, c'est de dire aux opérateurs, laissez-nous pour la deuxième eSIM qu'il y a dans un iPhone, proposer des forfaits au travers d'iTunes, et puis si on vend un de vos forfaits, on prendra 30% au passage. Sauf que les opérateurs classiques veulent pas. Donc c'est une situation qui est celle-ci. Apple n'y va pas parce que le ticket est trop grand, parce que la connaissance, ils ne l'ont pas. Par contre, ils font tout pour que les opérateurs puissent vendre des forfaits dans les eSIM de leurs nouveaux iPhones et prendre une gelt au passage. Dans 3 ans, la frontière aura peut-être bougé, mais c'est vrai que les opérateurs savent que c'est un danger de mort depuis longtemps. Merci, Monsieur X. Je vous rappelle que nous organisons cette semaine un concours avec notre partenaire G Technologies. Et le Bureau des légendes, je tiens à le dire. J'y arriverai pas à la faire cette semaine. G Technologies qui vous offre 2 G-Drive à partir du 22 octobre. À partir du 22 octobre sur la 4e chaîne couleur française, Canal+. Encrypté. Alors que moi, c'est en clair, d'une capacité de 500 Go. Compact, il offre des débits jusqu'à 560 mégaoctets par seconde. Il est protégé par un boîtier anti-choc qui résiste aux chutes. Le tout ne craignant ni l'eau ni la poussière, avec une certification IP67 dans l'autocollant. Il n'est pas IP67. Pour participer, il suffit de répondre sur Twitter à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Allez, vas-y, vends. Non, c'est tout. Voilà. My other computer is your computer. À tous les hackers. Big up. Voilà. On le sait, Apple est très à cheval sur le contenu qu'elle propose via ses stores. Pas de sexe, pas de violence. Apple souhaite des séries grand public, peut-être pas un peu trop mainstream. On en parle dans ce prochain chapitre. On refait le Mac. Alors messieurs, Apple est-elle trop pudibonde ? On le sait, selon le Wall Street Journal, Apple souhaiterait produire des séries familiales, dépourvues de violence et de sexe. Toujours selon le Wall Street Journal, Tim Cook aurait refusé de lancer une série sur la vie du rappeur Dr. Dre, et cofondateur de Beats, en raison de scènes jugées trop violentes. Quand ça parle de Beats, forcément... J'étais sûr qu'elle allait sortir. Donc, trop trash. 6 épisodes étaient prévus et tournés. On pouvait y voir des personnages se droguer, prendre part à des scènes d'orgie ou exhiber des armes. Tim Cook aurait mis donc son veto. Déjà, Alex, si aujourd'hui vous êtes abonné à Canal+, et que vous souhaitez regarder le fameux film de minuit, le samedi soir, une fois par mois, ce n'est pas possible sur l'app d'Apple, MyCanal, en raison, je cite, de sa nocivité pour les jeunes publics. Bref, messieurs, pensez-vous que la politique éditoriale d'Apple soit trop pudibonde pour créer le buzz ? On va demander à l'ancien responsable d'Apple son avis avec Monsieur X d'abord. Ma réponse à titre personnel, oui, je trouve ça n'importe quoi. Ce d'autant plus que ce problème-là de la pudibonderie, entre guillemets, est supposé déjà être réglé dans un pays comme les États-Unis avec les classements et la protection pour les enfants. Tu sais, c'est les classements, les fameux classements PG pour les films, ou les classements du CSA en France. Donc ça, c'est la loi. Apple est obligé de l'appliquer. Ça encadre bien. Après, il y a les parents. Et puis après, 2, il y a ma morale personnelle. Et là, Apple rajoute une couche de morale qui lui semble être une morale d'entreprise par-dessus des médias qui n'ont pas besoin d'eux pour être censurés. Donc, moi, je trouve ça, effectivement, le mot est juste extrêmement pudibond. Ça a des relents 18-19e de bien-pensance, et je ne trouve pas que ça va avec l'image d'Apple et pas l'image de ses dirigeants. Alex, qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre ? Alex, concrètement, est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, je ne sais pas si Apple a déjà appelé pour produire du contenu ? Il faut bien que vous compreniez, Apple a été le premier aux États-Unis à nous appeler. Ils ont vu la première saison du Bureau des légendes, ils ont été les premiers à le mettre, ils nous ont poussé à trouver le distributeur local pour pouvoir l'acheter au distributeur local. Donc c'est sur iTunes et c'est le numéro 1 des séries non américaines sur iTunes. Donc je vais répondre d'abord à la question. La question c'est, est-ce que ils ont une trop pudibonde, etc. Moi je pense que Tim Cook, le rêve de Tim Cook, c'est Disney. Donc Disney, pour faire des choses un peu plus edgy aujourd'hui, ils viennent de racheter Fox, et donc ils vont faire... C'est des labels. Donc en effet, ce qui est compliqué, c'est la verticalité totale en disant je mets mon label Apple sur tout ce qu'on fait. Or, c'est pas la vraie vie. En effet, moi je suis d'accord avec Monsieur X, c'est pas la vraie vie. Il y a assez de moyens de se préserver, mais... Apple peut faire ce qu'ils veulent. À un moment ou à un autre, le public va juger très très vite. Si les trucs sont un peu mainstream, accessibles, c'est pas trop edgy, c'est pas trop compliqué, etc., il y aura juste
moins de monde. Tu l'as dit en amont de cette émission, l'important, c'est l'écriture. Oui. Donc en clair, c'est les auteurs qui décident qu'est-ce qu'on doit mettre dans une série, pas le producteur, enfin le producteur au sens, celui qui finance le diffuseur, ça peut pas fonctionner. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, Apple c'est un labo. 1 milliard, c'est juste pour voir. C'est un labo. Donc, on va voir ce que ça donne. Ils feront tous les tests, etc. Mais à un moment, ils ont déjà engagé des professionnels. Et quand ils vont dire, ben voilà, notre business model, c'est qu'il y a un maximum de gens qui voient les séries. Donc, il faut être intéressant, c'est tout. Alors, il n'y a pas de formule, malheureusement, il n'y a pas de formule aujourd'hui pour un succès. Ça veut dire beaucoup d'exigences, beaucoup de boulot, et de trouver... Éric Rochant dit quelque chose de formidable. Une série, c'est un milieu, un environnement, un concept et des personnages. Et les personnages font une OPA sur le milieu et le concept. Et c'est formidablement ça. Donc, à un moment, cette formule-là, c'est une formule d'exigence et de travail. On a besoin de former des auteurs, on a besoin d'avoir des studios, on a besoin d'avoir, en France, comme partout, de quoi alimenter un système. Et donc, de toute façon... Ce que veut faire Apple, c'est juste être un autre distributeur. Mais en effet, pour la première fois, ce sont les fabricants d'app ou des fabricants de programmes qui sont les plus en pointe. C'est compliqué de dire on va juste faire des pâtes matin, midi et soir. Si c'est pas d'odeur, pas de saveur et pas de culture, donc de biologie d'où on vient, des pays où on vient. Et ça, c'est très différent du modèle top-down de Cupertino. Ça marche pas de la même manière. Une série d'humour, si c'est à la française, on n'en rit pas de la même chose en France qu'en Allemagne. Si toutefois on rit en Allemagne. En tout cas, et donc pour plein d'autres choses, et le Bureau des légendes en est la preuve. Jamais. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, des Américains, comme des Russes, comme des gens de partout, sont en train de dire « c'est formidable, je suis en train de comprendre une autre culture, un autre environnement ». Alors justement, le côté mainstream, c'est plutôt une chance d'Apple, c'est peut-être une chance pour les producteurs européens, parce que ce rouleau compresseur des GAFA peut faire peur. En Europe, tu citais Éric Rochant, ton mon associé et réalisateur. Je ne suis pas co-scénariste avec lui, c'est lui le créateur, il est showrunner. Il a l'habitude de dire que la série, avant tout, ou la production en général, c'est de l'artisanat. Oui. C'est sûr que quand on parle d'artisanat Cupertino, ça peut faire sourire. Non, parce que maintenant, on sait faire de l'industriel. 10 épisodes par an, c'est industriel et c'est pas péjoratif. De faire des camemberts extrêmement bons et en faire plus que 100 et en faire tout d'un coup 1000, 10 000 ou 100 000 en garantissant la qualité, c'est très bien. On a besoin d'apprendre et de prendre un nouveau rythme, c'est tout. Alors Cupertino, c'est juste une autre source, mais encore une fois, l'intérêt et la motivation de nous, c'est pas juste... c'est d'avoir un autre moyen d'exposer ses idées et de raconter des choses. À la fin de la journée, on est là pour raconter des histoires. Nous sommes des êtres humains. Ce qu'on aime, c'est d'entendre les histoires. Un dernier mot pour conclure. On a bien compris que c'est important. L'important, c'est l'histoire. Mais au-delà, par rapport à ces énormes mécanos que représentent les GAFA, on va voir arriver en plus d'Apple, tu parlais tout à l'heure d'AT&T qui a donc racheté Time Warner. Comcast qui a racheté Sky. Et pourquoi pas Canal. Je pense qu'on se revoit dans quelques années, mais moi je pense que Canal ne sera pas une propriété éternelle de Vivendi. Parce que c'est compliqué, hein, et les choses sont en train de changer. Alors là, il y a également la 21st Century Fox qui est rachetée par Disney. Est-ce que justement en France, il est nécessaire de voir des rapprochements comme tu l'as souhaité il y a 20 ans pour Vivendi et Universal? Parce qu'il faut une masse critique. Il faut une taille critique. Alors qui en Europe pour faire ça? En tout cas, il y a les perdants. Il y a les perdants. Et Sky, par exemple? Oui, TF1 est une force, mais c'est une force locale. En France, le coup de génie des Américains, c'est d'avoir laissé des forces locales, pas des forces multinationales. Le premier et le seul, c'est Murdoch. Murdoch, il est
très fort en Rupert. Angleterre, Son prénom. en Italie, en Allemagne. Prochaine étape, je pense, c'est la France. Canal l'a bien aidé en Italie et en Espagne. On leur a vendu, enfin pas moi, hein, mais les successeurs de Pierre Lescure ont dit « Oula, on va se concentrer à chez nous ». Donc, évidemment, la force de ce multidomesticité, c'est d'avoir une présence partout. Et donc, et d'avoir de l'argent. Il faut du pétrole, là. Le pétrole, chez les telcos, il y en a beaucoup. Voilà, donc on pourrait imaginer peut-être voir l'émergence de même qu'AT&T qui rachète un Time Warner. On pourrait voir un Orange se rapprocher d'un Canal. Oui, ce serait logique qu'Orange rachète Canal. Orange connaît les abonnements. Orange a du cash. Et puis... Il y a le réseau. Et je crois... Il est multinational. Et je crois qu'ils ont besoin de ça, parce que OCS, aujourd'hui, c'est épiphénoménal par rapport à ce qui est en train de se passer un peu partout. Et ça rend bien service pour voir les séries. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais je suis en train de dire, dans le poids des choses à l'international, nous sommes encore des nains. Alors, il y a une réaction quand même face à Netflix. Damien, tu m'arrêtes, tu dis une bêtise. Ça s'appelle Salto. Hein, ça pèse 150 millions d'euros. Ouais. Est-ce qu'on est sauvé, Damien? Pardon, Salto, franchement, je ne répondrai pas. C'est une blague. C'est une vaste blague, Salto. Ouais. Salto, c'est une manière de dire que c'est une réponse de la télévision française pour dire on a fait quelque chose. TF1, M6 et France Télévisions ont fait des trucs. Parce que déjà, les chaînes publiques européennes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il n'y a aucune politique coordonnée en Europe. Et donc, par conséquent, on a fait quelque chose en local et on a fait ce qu'on a pu. Le budget, je crois, de 150 millions d'euros. Vu tous les chiffres qu'on a annoncés jusqu'à présent, je vous laisse apprécier le différentiel. Et pour finir, très honnêtement, je pense que ce sera un moyen de dire mais tant mieux si c'est fait. Je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que ce n'est pas évident. Je pense qu'au final... la présidente de France Télévisions pourra dire on a essayé de faire quelque chose, et il faut le faire, pas partir battu, mais je ne crois pas que ça puisse avoir on va dire, une quelconque capacité de nuisance vis-à-vis à des acteurs comme... mais ça ne vous fait pas penser à quelque chose déjà? Moi, je me rappelais d'un truc qui s'appelait la télévision par satellite, TPS. Moi, j'étais en face de TPS chez Canal et Canalsat. Donc, j'ai regardé ça et c'était une idée formidable. Il y avait TF1, France Télévisions, M6 et Orange. C'est ça, hein? Ouais. Enfin, c'était France Télécom à l'époque, je pense. Alors, M6 et France Télévisions, très vite, ont dit « Ah oui, dis donc, ça coûte cher, cette histoire. » Quand TF1 et Orange disaient « Ouais, ça coûte cher, mais il faut faire un truc avec un peu d'ambition. » Et le lait avait de l'ambition. Patrick, nous, en face, stratégiquement, on a juste dit ce qu'il faut que nous fassions chez Canal pour préserver Canal, c'est qu'ils payent autant pour 2 studios qui ont moins d'output que nous payons. Donc, ils ont payé pour 4,5 millions d'abonnés qu'ils n'avaient pas. Donc, le business model était mort dès le début. Aujourd'hui, je pense que Salto, c'est très bien que ça existe. Je suis ravi. En effet, ce que dit Damien est totalement exact. 150 millions, ça paraît gigantesque et en même temps, ça va vite. Hein. C'est une goutte d'eau quand même. Oui, parce que l'output, et France Télévisions est le premier producteur, en tout cas distributeur, pas distributeur, mais en tout cas diffuseur de fiction en France. Mais TF1 est celui qui a le plus de rating. Donc l'un et l'autre, ça peut faire du lourd. Je ne souhaite que ça. En même temps, ce sont les producteurs qui fabriquent. Et si on change le système en France justement pour renforcer la production, pour qu'il y ait encore plus de dynamique dans notre marché, alors très bien. Si TF1 ou d'autres disent mais voilà, on va payer plus d'argent, on va faire des choses plus ambitieuses, on va y aller, c'est pas un problème. Et donc c'est juste une fenêtre d'exploitation supplémentaire. On est très heureux de ça. La difficulté peut-être aussi, lorsque tu appelles de TV, donc de nouvelles concentrations, c'est compliqué, hein, la concentration de la média en France, en particulier au-delà de l'Europe, parce qu'il y a des enjeux politiques, hein, c'est la politique qui régit, qui empêche de certains groupes étrangers de rentrer au capital. C'est très compliqué. Hein. Et quand la politique se mène... Non, c'est pas très compliqué quand on est dedans. Hein. Oui, je sais bien, mais enfin, voilà, il y a des volontés politiques de protéger
je dirais, les trésors nationaux, Bien sûr. les médias nationaux. Bien sûr. Et c'est compliqué, justement, on attend le dernier moment pour laisser... voilà, une fusion Sky-Canal, ça ne va pas de soi comme ça pour certains décideurs politiques. Parce que la politique... Sky, ça appartient à Comcast. Alors, que les choses soient claires. Comcast, tu l'as bien vu que lorsque... c'est NBC Universal, c'est Comcast, c'est le plus gros opérateur. Je vous signale qu'ils ont racheté Universal à Vivendi. Ils sont en effet plus neutres que les autres. C'est des Américains qui connaissent bien ce domaine-là. C'est... Pourquoi pas ? Alors, très franchement, moi, j'ai négocié il y a 20 ans avec Murdoch pour savoir comment on allait travailler avec lui. La question est toujours d'arriver à cette masse critique. Le coup d'être isolé, la France, ça veut dire, en effet, culturellement, on a un devoir absolu de préserver notre culture, d'avoir nos idées, et on en a plein. Des talents, à tout point de vue, on en a beaucoup. On a raté l'informatique hardware, pas de problème, mais on est très bon dans le software, on est des très bons programmateurs, etc. Le métier que nous avons, c'est du software. Donc, je pense qu'il est trop tard en France de voir si un groupe va devenir le Comcast ou le Netflix. Je pense que c'est déjà mort. Mais, en tout cas, pour les quelques années à venir, je le souhaite et j'appelle de mes voeux. Je vis en France, je produis en France, mais pour nous diversifier, on produit en Asie avec des Asiatiques, on produit aux États-Unis directement avec les Américains. C'est-à-dire les idées, une bonne idée, il y en a partout. Si on arrive à les construire, après, on peut les monétiser un peu différemment partout. Pour un message d'espoir pour conclure, c'est pas plus mal. Justement, pour conclure, place à notre concours que nous organisons cette semaine avec notre partenaire G Technologies pour gagner. Regardez, 2 G-Drive mobile SSD d'une capacité de 500 Go. Compact, ils offrent des débits jusqu'à 560 mégaoctets par seconde. Il résiste aux chutes, le tout ne craignant ni l'eau ni la poussière. Avec une certification IP67, on vous offre aussi les goodies du bureau des légendes. Bien sûr, c'est indispensable. Pour participer, il vous suffit de répondre sur Twitter à cette question. Attention, combien de temps le G-Drive mobile SSD résiste-t-il à une immersion dans un mètre d'eau ? Pour cela, il vous suffit de nous suivre sur le Twitter et adresser notre réponse au compte @onrefait-le-Mac en associant l'hashtag GTechnologieORLM. L'hashtag GTechnologieORLM. Bonne chance, on passe à vos coups de cœur. On refait le Mac. Les coups de cœur et on commence avec Damien. Moi, c'est un coup de cœur qui est un clin d'œil. C'est bien sûr le bureau des légendes parce qu'en fait, regardez. Je vous montre un truc, regardez, j'ai été dans le bureau de Malotru. Ah, génial! Voilà, et si vous regardez bien, en fait, quelque part, je suis peut-être la doublure de Malotru. Allez savoir, je travaille peut-être, en fait, en vrai, à la DGSE. Ah, bien joué, pas mal. Ouais. Merci. Alors, tout est possible. Merci Damien. De ton côté, monsieur X, quel est ton coup de cœur ? Il y a d'abord un jeu qui est sorti il y a un petit peu de temps, mais bon, moi j'adore, je suis addict à ça, c'est Skyforce Reloaded. Si vous aimez les jeux d'avion qui font tagalac, style 1942, pour les plus anciens d'entre nous, Skyforce Reloaded, c'est fait par un éditeur logiciel polonais, c'est juste le top, allez-y, faites attention, c'est aussi addictif que le Bureau des légendes. Et puis une deuxième. Ou presque. Wow. Presque. Wow. Asphalt 9, c'est la nouvelle version du jeu de voiture Asphalt, après la version 8, qui marche aussi bien sur iPhone, sur iPad que sur Apple TV. Il n'y en a pas beaucoup des jeux universels comme ça chez Apple. Ouais. Merci, monsieur X. De ton côté, Alex Masméjean, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Oui, mon coup de cœur, alors là, je ne vais pas parler de série, priorité au direct. Ouais. C'est une plateforme de blockchain d'investissement technologique. Ah, génial. Alors, vous me dites pourquoi est-ce que vous dites ça ? Pourquoi est-ce que je ferais ça et pas d'autres ? Il y a tellement d'applications, etc. Et bien, en fait, ça a le support de Steve Wozniak. C'est sorti hier. Et le patron d'Apple qui a dit... En 40 ans, j'ai dit oui à 4 projets, Apple, 2 autres et ce projet-là. Et donc, c'est un peu incroyable. C'est la première fois qu'il se lance dans un nouveau projet. Ouais. Et donc, ça serait en fait tout simplement un fonds d'investissement. Et le token, donc le prix du token, serait relié à la valeur des investissements. Donc, c'est donc pas seulement spéculatif comme beaucoup de choses dans le monde des crypto-monnaies. Et donc, moi, ça m'intéresse beaucoup et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci Alex, il faut se méfier de Steve Wozniak parce qu'il a aussi investi dans Segway. On a vu le résultat que ça a donné. Stéphane en plateau.
En fait, il y avait un magazine que j'aimais bien qui était avant Stuff Magazine. Oui. Et là, ils ont ceux qui éditent le magazine T3, c'est ça ? Oui. Les équipes de T3. Voilà. Ils relancent un site avec Stuff et là, ils ont La version digitale. La version digitale sur le stuffmagazine.fr. Et j'ai vu qu'hier, ils étaient un peu au lancement du dernier Huawei. Et c'était intéressant, ça y est, ils commencent à s'y mettre et je trouve que c'est un joli retour. Et cette marque-là était toujours un peu... Marque emblématique, et c'est vrai qu'on a besoin de marques tech en France. En tech, voilà. Merci Stéphane. Alex, de ton côté, est-ce que tu as un petit coup de cœur Oui, j'ai eu un petit coup de cœur depuis quelques jours, mais qui dure depuis 32 ans. Mon coup de cœur est pour... Florence Servan-Schreiber, qui fait un site extraordinaire sur le bonheur, qui s'appelle 3 kiffs par jour, et je la kiffe. Et je recommande, surtout dans les temps de frustration, de doute, etc., de faire les 3 kiffs par jour sur ce site et de suivre sa conférence Surprendre son cerveau. C'est pas du tout digital et c'est très mentalement extraordinaire. De mon côté, pour rester sur la thématique des séries, parce que moi j'ai bossé, je suis un grand... Oui, c'était de la flagornerie. Je suis un grand... Quoi donc ? Pardon. Non. Je suis un grand fan moi aussi de l'Apple TV et des séries, et je bisque rage de ne pas pouvoir bénéficier en France de la version américaine de Netflix ou accéder aux apps et contenus des chaînes américaines telles que T'as HBO. pas de VPN ? J'y arrive. NBC, ABC ou CBS, mais sur l'Apple TV, c'est plus compliqué. Alors bien sûr, il est facile d'utiliser un VPN, mais il n'est pas possible d'en installer un sur l'Apple TV. Heureusement, est arrivé ExpressVPN. Non seulement c'est un VPN qui fonctionne aussi bien sur Mac qu'iOS, mais ils ont prévu un petit tutoriel à regarder en vidéo pour créer une adresse DNS enregistrée aux États-Unis et profiter, pas de tous les contenus, car bon nombre, des fois c'est vraiment lié à un vrai abonnement physique via un câble opérateur, mais on peut quand même regarder beaucoup de programmes américains, dont la version américaine de Netflix. Ça s'appelle ExpressVPN. C'est un petit peu cher, $9 par mois si vous l'achetez à l'année. Allez-y, moi je passe mon temps maintenant à regarder les programmes américains avant qu'ils n'arrivent en France. C'est la fin de ce 308e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci, messieurs, d'être venus jusqu'à moi. Merci de nous avoir reçus et à très vite pour la 8423e. Je peux pas attendre lundi. Je peux pas attendre lundi pour suivre les aventures de Malotru. N'oubliez pas, le Bureau des légendes, c'est lundi soir. Que ce soit en replay sur MyCanal ou même en replay. Alors, moi, j'aime taper la saison d'un coup. Comme nous ne sommes pas en direct, je voudrais quand même dire c'est lundi 22 octobre, à partir du lundi 22 octobre et jusqu'à plus soif. Et pour les chanceux parisiens, le vendredi avant, c'est-à-dire le 19, dans un cinéma de Paris, il y a 9 épisodes d'affilée à partir de 19h, 20h. Mais non, le 10e, faudra attendre lundi soir. Voilà. Pas de spoil. Allez, de mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en ligne, vendredi à 17h, sur YouTube, Dailymotion, iTunes, Podcast, Facebook, Twitter, Periscope et en version audio désormais sur TuneIn et même Spotify et Deezer. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à nos chaînes en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.